Le corps humain est depuis des milliers d'années une source inépuisable de questions. Des générations de scientifiques ont consacré leur vie à la recherche de réponses à ces questions. Ce qui a conduit à des percées spectaculaires au niveau de notre savoir et de la santé humaine. Mais chaque réponse soulève de nouvelles questions. Et le corps humain représente aujourd'hui l'ultime frontière de l'exploration scientifique. Comme dans toute autre exploration, l'ouverture de nouveaux horizons nécessite des outils et des stratégies révolutionnaires, telles que celles mises à disposition par systemx.ch. Une initiative nationale de recherche sans précédent, créée par le gouvernement suisse dans le but de révolutionner la recherche en biologie. Et ainsi, d'approfondir les connaissances sur le corps humain et les mécanismes fondamentaux de la vie. Voici l'histoire d'une initiative suisse audacieuse, de grandes aventures intellectuelles et d'un voyage surprenant à travers le corps humain. Nos yeux, nos fenêtres sur le monde, la liaison la plus importante entre nous et l'univers qui nous entoure. Ils représentent la porte idéale pour pénétrer dans le corps humain, le parfait point de départ de notre aventure. Le sens de l'odorat humain ne peut rivaliser avec celui d'un chien. Nos oreilles ne sont pas aussi sensibles que celles d'un chat. Et nous ne possédons pas un sens reposant sur les ultrasons comme les chauves-souris. Mais la nature a créé pour nous un sens de la vision parfaitement adapté à nos besoins. Raison pour laquelle des scientifiques cherchent à développer des stratégies permettant de réduire le risque d'une perte de vue. Mais tout d'abord, nous devons comprendre le fonctionnement de la vision. Afin que nous puissions voir un objet, la lumière doit être réfléchie par cet objet et pénétrer dans nos yeux. La lumière est focalisée sur la rétine, où divers types de cellules servent de capteurs, enregistrant mouvements, couleurs et formes. L'information est ensuite transmise au cerveau, où elle sera traitée. C'est à ce moment que nous percevons ce que nous voyons. Une voiture, de la nourriture, une personne que nous aimons. Michele Fischel a obtenu son doctorat à Bâle en étudiant la vision dans le cadre d'un projet de recherche financé par l'initiative systemx.ch. Sappiamo che riusciamo a vedere grazie ad almeno 60 tipi diversi di cellule all'interno del nostro occhio. Ognuno di queste cellule ha un ruolo differente. Alcune individuano i colori, altre individuano le forme e ci sono almeno 7 tipi diversi di cellule che sono coinvolte nella registrazione del movimento. Ma la realtà è che sappiamo veramente poco su come queste cellule funzionano all'interno del nostro occhio. Pire encore, nous ne savons pratiquement rien sur la manière dont interagissent ces différents types de cellules nerveuses et le cerveau pour permettre la vision. Une connaissance détaillée de la fonction de chaque cellule dans notre rétine est la condition préalable, non seulement pour la compréhension du fonctionnement de l'œil humain, mais aussi pour la recherche de traitements pour des maladies portant atteinte à la vision. Et surtout pour des maladies liées au vieillissement, de plus en plus fréquentes en raison de l'augmentation de l'espérance de vie. Un exemple en est la maculopathie, conduisant à une détérioration de la vision centrale. L'artiste Edgar Degas était atteint de cette maladie, raison pour laquelle, vers la fin de sa vie, il s'est consacré à la sculpture, une activité qu'il pouvait exercer en faisant avant tout appel à son sens du toucher. Au niveau mondial, on s'attend à ce que la maculopathie touche, d'ici 2020, 196 millions d'individus et, selon certaines estimations, une personne sur 5000 en Suisse. Et un autre exemple est la rétinite pigmentaire, qui au contraire affecte la vision périphérique.
On estime qu'en Suisse, une personne sur 7000 souffre de cette maladie. À l'heure actuelle, il n'existe aucun moyen de guérir ces maladies invalidantes. Sappiamo che in molte di queste malattie una parte delle cellule all'interno dell'occhio rimane in vita. Per poterle utilizzare e riacquistare la capacità visiva, abbiamo bisogno di capire come queste cellule funzionino in condizioni normali e in soggetti con la malattia, ma soprattutto dobbiamo capire come poterle riattivare e renderle funzionanti. La rétine comporte des dizaines de milliers de cellules concentrées sur une surface d'environ 1 mm². Des chercheurs espèrent élucider le rôle de chacune d'entre elles. À cet effet, ils doivent enregistrer l'activité de cellules nerveuses rétiniennes dans un environnement contrôlé. Raison pour laquelle ils ont développé ce microprocesseur. Le plus perfectionné en son genre, il permet de détecter simultanément 2700 signaux nerveux. Pour ce faire, les chercheurs doivent avoir accès à une rétine dont la structure est comparable à celle de l'homme. Une rétine de souris. La retina di un topo rimane funzionale per diverse ore dopo che è stata isolata dall'occhio e risponde a stimoli con la luce e anche al movimento. Queste retine possono essere appoggiate sui microchip che abbiamo sviluppato grazie ai fondi stanziati dal System 6 e possiamo registrare l'attività elettrica di ogni cellula nella retina. Ce genre de recherche exige un savoir-faire technologique permettant de développer des outils de pointe tels que ce microprocesseur et une collaboration entre spécialistes en biologie, mathématiques et informatique pour maîtriser l'énorme volume de données. L'ensemble de ces efforts se concentre sur un objectif très ambitieux: acquérir la capacité de corriger des défauts de vision au niveau même des cellules nerveuses, dans la rétine, et à l'avenir peut-être même dans les profondeurs du cerveau, là où sont traitées les images. Le cerveau, foyer de l'essence la plus secrète de l'être humain. La source de nos pensées, de notre créativité, de nos émotions. Et le lieu physique où sont créés et stockés nos souvenirs. Voici la prochaine étape de notre voyage. L'importance des souvenirs est telle qu'il a été dit que nous sommes nos souvenirs. Mais que savons-nous sur la manière dont nous nous souvenons et oublions ? Nous savons beaucoup de choses, mais en même temps trop peu. Nous savons par exemple que pour gérer tous nos souvenirs, nous devons être capables d'oublier. En effet, seuls les événements les plus remarquables restent gravés à vie dans notre mémoire. Nous nous souvenons pendant quelques jours de faits inhabituels, tel un événement haut en couleur au bord du lac de Zurich. Mais dans l'ensemble, les événements de la vie quotidienne sont oubliés presque instantanément. Il nous semble paradoxal que l'oubli soit tout aussi important que l'apprentissage. Mais l'hypermnésie, une détérioration de la capacité d'oublier, illustre l'importance de l'oubli. La première personne au monde chez qui a été diagnostiquée une hypermnésie était une femme américaine. Tout comme d'autres patients souffrant de la même maladie, elle se souvient de tout ce qui s'est passé chaque jour depuis des décennies, même de menus détails comme les conditions météorologiques. Mais cette situation est accablante. Un flux incessant de souvenirs semble l'écraser. Elle souffre de plusieurs phobies et s'efforce constamment de tenir en ordre ses effets ainsi que ses pensées. Comment donc oublions-nous ? Tout comme les autres caractéristiques indispensables à la survie, la mémoire semble avoir évolué très tôt dans les organismes vivants et ne pas avoir subi de grandes modifications au cours de l'évolution.
Pour comprendre comment nous oublions, il est donc utile de comprendre comment oublient les drosophiles. Elles sont au cœur du projet de recherche de systemx.ch, dirigé par Simon Sprecher à Fribourg. Es gibt Milliarden von Nervenzellen im Gehirn von Menschen, wobei es bei der Fliege nur einige tausend sind. Trotzdem gibt es viele Gemeinsamkeiten zwischen dem Menschen, der Fliege und allen anderen Tieren. Die Gene, welche es uns erlauben, uns zu erinnern und zu vergessen. Deshalb glauben wir, dass die zellulären Mechanismen die gleichen sind zwischen Menschen und Insekten und wollen die identifizieren, welche fürs Vergessen wichtig sind. Des chercheurs ont repéré plus de 100 gènes impliqués dans l'apprentissage. À présent, pour comprendre quels gènes sont impliqués uniquement dans l'oubli, ils modifient l'activité de chacun d'entre eux, un par un, moyennant des techniques spécialisées. Ils examinent ensuite l'influence de ces altérations sur la manière dont oublient les drosophiles. Il s'agit de mouches très particulières. Grâce à un conditionnement préalable, elles savent qu'une odeur donnée conduit à la nourriture, alors qu'une autre est associée à un minuscule mais désagréable choc électrique. Après cet apprentissage, les mouches sont introduites dans un tube et sont libres de choisir une direction. Celles qui n'ont pas oublié leur apprentissage volent en direction de l'odeur associée à la nourriture. Les autres mouches avancent au hasard et certaines se déplacent finalement en direction de l'odeur associée à des sensations désagréables. Mit einem speziell hochauflösenden Mikroskop können wir sogar die Vorgänge in der Nervenzelle der Fliege beobachten und welche Verbindungen stärker oder schwächer sind in Fliegen, welche schneller vergessen. So können wir nicht nur die Gene identifizieren, welche fürs Vergessen verantwortlich sind, sondern auch ihren Effekt. Connaître les mécanismes de l'oubli est également essentiel pour comprendre l'émergence de maladies neurodégénératives susceptibles de causer des dommages importants au cerveau et d'influencer le comportement. L'oubli est un phénomène naturel, mais lorsque quelque chose ne fonctionne pas correctement dans le cerveau, l'oubli tourne à l'alerte rouge, signalant un événement grave, une maladie neurodégénérative. La perte de mémoire est en effet une caractéristique distinctive d'affections telles la maladie d'Alzheimer ou la MCJ, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, forme humaine tristement célèbre de la maladie dite de la vache folle. La MCJ est causée par des prions, un type de protéine qualifié en 1982 d'agent infectieux. Depuis, il a été découvert que les prions jouent un rôle non seulement dans le développement de maladies telles que celles d'Alzheimer et de Parkinson, mais qu'ils sont également responsables d'autres affections horribles au point de rappeler une ancienne malédiction. Par exemple, l'insomnie fatale familiale. Le premier patient connu souffrant de cette terrible maladie était Giacomo, un homme né près de Venise en 1791. À l'âge de 45 ans, Giacomo cesse soudainement de pouvoir dormir. Il ne pouvait plus se reposer. Les jours et les nuits passent dans un flot incessant de cauchemars éveillés. Il tremble, délire, souffre de démence. Finalement, après des mois de torture, il décède. Mais le gène responsable de ses souffrances a déjà été transmis à quelques-uns de ses enfants et est transmis d'une génération à la suivante. La famille de Giacomo est l'une des rares familles dans le monde dans lesquelles ont été détectées les altérations des prions conduisant à l'insomnie fatale familiale. Mais quels sont les autres rôles des prions? Et pourquoi l'évolution leur a-t-elle permis d'exister dans notre corps? Malgré des décennies d'études, les prions restent des molécules plutôt mystérieuses.
Adriano Aguzzi, qui travaille actuellement à Zurich, a consacré sa vie professionnelle à l'étude de la nature et de la fonction des prions et a obtenu des résultats spectaculaires. Les prions font partie des milliers de protéines différentes produites en temps normal par le corps sain. Les problèmes surviennent lorsqu'ils modifient leur conformation tridimensionnelle et empruntent une forme pathologique, forme sous laquelle ils induisent d'autres prions à adopter la même configuration erronée. Ces prions pathologiques s'accumulent ensuite à la surface du cerveau, tuant les cellules qui transmettent les signaux nerveux et conduisant à une maladie dévastatrice. Se il nostro corpo produce questa proteina che è tendenzialmente pericolosa e può essere in grado di provocare queste terribili malattie, deve esserci un motivo importante, perché se non ci fosse l'evoluzione avrebbe eliminato queste proteine nel corso degli anni. Invece il fatto che esiste vuol dire che è importante per qualcosa. E noi negli ultimi 20 anni abbiamo cercato di capire quale fosse il ruolo nella fisiologia normale del corpo umano. E quello che abbiamo scoperto è che la proteina prionica è essenziale per mantenere la salute delle guaine che avvolgono il sistema nervoso periferico e nella loro assenza c'è una degradazione e questo provoca una malattia. En d'autres mots, les prions ressemblent à première vue à une bande inoffensive de Dr. Jekyll. D'ordinaire, ils vaguent tranquillement à leurs activités utiles dans notre corps, tout au long de notre vie. Mais parfois ils se transforment subitement en un Monsieur Hyde et ce faisant, finissent par nous tuer. Per poter curare o addirittura per poter prevenire le malattie prioniche, dobbiamo capire esattamente come i prioni vengano prodotti all'interno della cellula, quali siano gli stimoli che portano alla loro produzione e come questa produzione venga regolata. Pour répondre à ces questions extrêmement complexes, le groupe d'Adriano Aguzzi a conçu un projet aux proportions titanesques, réalisé avec le soutien de systemx.ch. All'interno di ciascuna cellula del nostro corpo sono contenuti più di 25.000 geni e le moderne tecniche ci permettono di spegnere ciascuno di questi geni uno ad uno. E il nostro progetto consiste nel cercare di capire, in conseguenza dello spegnimento di quale gene la cellula perda la capacità di produrre prioni. Une tâche de cette taille n'aurait même pas été concevable avec les instruments disponibles il y a quelques années seulement. È un totale cambiamento di prospettiva. Noi non sappiamo cosa scopriremo, però sono sicuro che quando avremo scoperto qualcosa sarà qualcosa di completamente inaspettato che ci aprirà nuovi orizzonti. Depuis Galilée, la méthode scientifique consistait à formuler une hypothèse qu'il convenait ensuite de vérifier par des expériences. C'est un peu comme deviner où a été enterré un trésor dans le désert et partir à sa recherche en creusant. Le criblage à grande échelle conçu par le groupe de M. Aguzzi, en revanche, est comme un passage au peigne fin du Sahara tout entier et une étude de ce qui a été retenu. Jusqu'à présent, le groupe de M. Aguzzi a examiné environ 6000 gènes. Et la fortune souriant souvent aux audacieux, ils ont trouvé quelque chose d'intéressant. Grazie a questo progetto abbiamo già scoperto un gene che regola la produzione della proteina prionica e questo gene a sua volta può essere regolato utilizzando dei farmaci. E questo è interessantissimo e anche molto importante perché ci permette di proporre una possibile terapia per queste terribili malattie come il Creutzfeldt-Jakob. Ma questa scoperta può andare ancora più avanti perché la malattia di Creutzfeldt-Jakob a livello molecolare è molto simile ad altre malattie che sono molto più comuni, come per esempio il morbo di Alzheimer o il morbo di Parkinson. E la nostra speranza a lungo termine è che le scoperte che noi facciamo nell'ambito delle malattie prioniche possano essere utili anche per queste malattie che sono molto più diffuse.
Cellules nerveuses, musculaires, cutanées, adipeuses. Le corps est constitué d'environ 200 types différents de cellules. Certaines d'entre elles sont très particulières. Les cellules souches adultes. Elles sont à même de générer des cellules matures de différents types dans un tissu ou organe spécifique. Dans la moelle, il existe des cellules souches appelées cellules souches hématopoïétiques. Elles entretiennent le système de formation du sang tout au long de la vie d'un organisme en générant tous les différents types de cellules sanguines, y compris les globules blancs impliqués dans l'immunité et les globules rouges responsables du transport de l'oxygène dans les différents tissus. Les cellules souches hématopoïétiques, fournies par un donneur, sont à la base de traitements à même de sauver la vie de personnes atteintes de tumeurs telles que la leucémie, de maladies métaboliques ou immunitaires et bien d'autres. Mais il existe également une autre option pour traiter ces affections. L'utilisation de cellules souches extraites du cordon ombilical d'un nouveau-né. Abal Veijavang, dont la recherche est soutenue par Systemix.ch, cherche à multiplier en laboratoire des cellules souches sanguines du cordon ombilical sans qu'elles perdent leur identité, tel que ce serait le cas sous conditions naturelles. These cells receive signals from the outside, process the information, and react in response. They are like factories, receiving orders and responding accordingly. They make decisions all the time. We need to identify the signals that can make them change and lose their characteristics, as well as those that can make them keep their qualities while multiplying. Bien que les travaux de Veijavang révèlent les secrets de cellules souches sanguines du cordon ombilical, ces découvertes contribueront également à notre connaissance de toutes sortes de cellules souches, source intarissable de questions dans le domaine de la biologie moderne. Les scientifiques cherchent à mieux les comprendre puisqu'elles présentent un potentiel d'application immense dans le traitement de maladies. La possibilité d'influencer le comportement de cellules souches pourrait ouvrir d'horizons nouveaux pour la biologie. Les cellules souches du poisson zèbre aident son cerveau à se régénérer à la suite d'une blessure. Serons-nous un jour capables d'induire un phénomène similaire chez l'homme afin de régénérer des organes endommagés? Et dans quelle mesure pourrons-nous manipuler sans risque nos cellules? À l'université de Zurich, Lukas Pelkmans est un fervent défenseur de la biologie cellulaire quantitative. Wir können heute davon ausgehen, dass wir in der Zukunft in der Lage sein werden, einzelne Zellen zu ändern, sogar Organe oder vielleicht sogar unser ganzes Organismus. Aber ein erster Schritt in diese Richtung bedingt, dass wir biologische Systeme verstehen und verstehen, wie sie Komplexität generieren. Gerade deshalb wurde Systemx.ch initiiert. Der Fokus sollte nicht auf das Verstehen von einzelnen Molekülen wie DNA oder Protein liegen, aber vielmehr sollte geforscht werden mit dem Ziel, das Ganze zu verstehen, wie viele Moleküle zusammenarbeiten in ein System und so Komplexität generieren und Eigenschaften generieren, die wir nur verstehen können, wenn wir das Ganze in Betracht nehmen. Pour comprendre les propos de Lukas Pelkmans, imaginons un moment que le corps humain est un nid de termites. Tout comme le corps humain, cette termitière est une invention très complexe de la nature. Sa structure sophistiquée la protège des intempéries et de ses ennemis. À l'intérieur, différents espaces servent à l'élevage des larves, au stockage de la nourriture, au logement de la reine. Et les galeries sont de taille parfaite et d'une bonne accessibilité, tout en étant faciles à défendre. En nous concentrant sur une seule termite, même en observant cet insecte de très près,
nous ne serions pas en mesure d'imaginer ceci. So wie wir detailliert über die Vorgänge einer einzelnen Termite Bescheid wissen können, können wir auch viele Details von einem Gen und sein Produkt wissen. Nur ein Gen kann eine große Auswirkung haben in einer Person, aber gar keine Auswirkung an eine andere. Es hängt vom spezifischen Kontext ab. Deswegen müssen wir diesen Zusammenspiel von Genen im Gesamten verstehen, wie sie interagieren mit anderen Molekülen in der Zelle. Wir müssen das System als Ganze betrachten. Il est intéressant de constater qu'en biologie des systèmes, nous devons aussi prendre en considération l'élément du hasard. Le hasard peut jouer un rôle dans la manière dont une cellule vit, meurt ou tombe malade. Doch trotz des Faktors Zufalls ist es heute möglich, das Ergebnis von molekularen Prozessen zu vorhersagen oder die Reaktion von Körper auf Medikamente zu steuern. Nur brauchen wir dafür Unmengen von Daten. Das ist heute mit modernen Technologien möglich. Wir können Tausende von Experimenten gleichzeitig ausführen und analysieren mit kräftigen Computern. Comprendre l'émergence d'une maladie ou l'effet d'un médicament nous appelle à affronter d'anciens ennemis. Tueurs notoires dotés d'une capacité hautement sophistiquée à interagir avec notre corps et à en prendre le contrôle, les microbes pathogènes. Parmi eux, les bactéries pathogènes que nous sommes sur le point de rencontrer dans les poumons. Au cours du dernier siècle, on s'attendait à ce que l'utilisation d'antibiotiques mette fin à la menace posée à la santé humaine par certaines bactéries. Des médicaments en apparence dotés d'une force miraculeuse contre les bactéries. Mais on avait sous-estimé que les bactéries possèdent une capacité exceptionnelle à se transformer, à développer de nouvelles caractéristiques, les aidant à survivre dans un environnement hostile. En raison de cette aptitude, les bactéries sont en mesure de développer des résistances à des médicaments et de riposter. Parmi les bactéries résistantes aux antibiotiques, celles responsables de la tuberculose inquiètent particulièrement. Elles infectent surtout les poumons. Il serait erroné de croire que le problème de la tuberculose ne touche pas à notre vie quotidienne. En fait, elle a récemment fait son apparition à nos portes, à Bâle. En 2010, un homme de 35 ans, d'apparence saine, s'y promenait. Il venait d'arriver en Suisse en provenance du Tibet. Mais au cours de son long voyage, il avait contracté quelque chose qui se multipliait maintenant dans son corps, une forme de Mycobacterium tuberculosis. Lors du diagnostic de sa maladie, les médecins réalisèrent que les bactéries à l'origine de l'infection étaient résistantes à tous les antibiotiques couramment administrés. Heureusement qu'un nouveau traitement était en cours de développement. Vu la gravité du cas, les médecins décidèrent de le mettre à l'essai. Une dernière tentative de traiter le patient. En mars 2013, après plus de 2 ans de traitement et une longue hospitalisation dans cette chambre d'isolation d'un sanatorium dans les Alpes, il semblait avoir vaincu l'infection. Mais quelques mois plus tard, la maladie était de retour. Et cette fois-ci, les microbes avaient même développé une résistance aux nouveaux médicaments. Une fois de plus, le patient reçut un nouveau traitement expérimental. Étonnamment, les bactéries développèrent également une résistance à ce médicament. Afin de diminuer le niveau d'infection,
il fut nécessaire d'effectuer une ablation d'une partie de ses poumons. Finalement, en 2015, après près de 5 ans de traitement invasif, le patient fut déclaré guéri. À Bâle, Sébastien Gagneux ne put ignorer cette histoire. Ce chercheur est à la tête d'un projet financé par Systemx.ch qui vise à comprendre le développement de résistance aux antibiotiques chez Mycobacterium tuberculosis. L'histoire inquiétante de ce patient nous apprend quelque chose. Même qu'il est aujourd'hui possible de traiter la grande majorité des cas de tuberculose avec des médicaments standards, des bactéries super résistantes évoluent très rapidement, même durant le traitement d'un patient individuel. Ceci met des vies en danger. En Suisse, environ 500 nouveaux cas de tuberculose sont enregistrés chaque année. Au niveau mondial, on compte plus de 10 millions de nouveaux cas par an et 1,8 million de décès. On estime en outre que 2 milliards de personnes, dont presque un quart de la population mondiale, sont porteuses de ces bactéries. Bien que le problème de la résistance soit connu depuis longtemps, nous ne comprenons toujours pas exactement comment elle fonctionne. Des précautions particulières sont nécessaires lorsqu'on travaille avec des microbes dangereux. Voici un laboratoire de biosécurité. Pour se protéger, les chercheurs doivent porter des combinaisons d'allure étranges. Un gradient de pression entre le laboratoire et l'extérieur assure que l'air ne puisse s'échapper du laboratoire. Et tout vêtement ou objet ayant été utilisé à l'intérieur doit être traité à très haute température avant d'être retiré du laboratoire et éliminé. Ici, nous étudions l'évolution des bactéries en présence et absence des médicaments. Également, nous cherchons à comprendre comment les bactéries évoluent de nouvelles résistances et quelles substances ces bactéries produisent en relation avec ces résistances. Notre objectif final est de trouver un moyen d'identifier les bactéries avec une haute probabilité de développer des hautes résistances et un haut degré de transmissibilité. Ces connaissances devraient nous permettre de prévenir des cas graves comme celui des patients tibétains. Comme dans toute autre entreprise, le savoir représente le pouvoir dans la guerre contre les microbes pathogènes. L'enjeu, c'est notre aptitude à traiter des maladies potentiellement susceptibles de tuer des millions de personnes. Quittons les poumons et les bactéries susceptibles de les infecter et descendons dans le corps en direction du ventre, où de la graisse peu appréciée a facilement tendance à s'accumuler. Les poignées d'amour ont un nom séduisant et une mauvaise réputation. Elles ont été créées par l'évolution à titre de réserve énergétique lorsque la nourriture est rare ou lorsqu'un apport supplémentaire d'énergie est nécessaire. Pendant des milliers d'années, nos ancêtres affamés leur attribuaient un caractère séduisant et presque inaccessible de liberté de vivre à l'abri de la faim. Mais aujourd'hui, la société s'exprime passionnément contre la graisse. Et nous savons que le surpoids compromet notre santé. Mais considérons la graisse sous un autre angle. Sans elle, nous n'existerions tout simplement pas. D'un point de vue scientifique, ce que nous appelons la graisse est en fait un groupe de molécules nommées lipides. À Lausanne, Gisou van der Gout dirige un projet soutenu par Systemx.ch qui vise à mieux comprendre la grande part lipidique de notre corps. Bien que nous ayons tendance à associer les lipides avec le surpoids, dont nous nous passerions volontiers, ces molécules sont présentes partout dans notre corps. Chaque cellule est comme une petite pochette entourée de lipides, et pour qu'il y ait une communication entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule, on a des molécules, des protéines, qui font la communication.
Et puis ensuite, à l'intérieur de la cellule, il y a à nouveau des compartiments, des sortes de pièces. Et la plus grande de celles-ci est le noyau, qui est celle qui contient notre ADN. Mais il y a toute une série d'autres petits compartiments, dont le compartiment qui contient le gras. Et donc, on a de la graisse dans chacune de nos cellules, mais certaines cellules en ont vraiment beaucoup, comme les cellules du tissu adipeux, qui contiennent du cholestérol et des triglycérides. Le cholestérol, une des molécules les plus fondamentales des organismes vivants. Les adultes en possèdent en moyenne environ 150 grammes, ce qui correspond à peu près au poids de ce pain de savon. Et il est presque tout entier indispensable. Le cholestérol est un constituant de la gaine qui couvre les cellules nerveuses et qui leur permet de transmettre des signaux. Il est indispensable pour la production de vitamine D et la prévention de maladies telles que le rachitisme. Il s'agit en outre d'une composante de base de nombreuses hormones, dont les hormones sexuelles. Donc le cholestérol est effectivement une molécule très importante et pour s'assurer qu'elles en aient la quantité nécessaire, les cellules peuvent soit le prendre du milieu extérieur, donc de l'alimentation, soit le fabriquer elles-mêmes. Mais pour le fabriquer, c'est très complexe. Il y a 20 étapes différentes dont nous connaissons les enzymes. Mais par contre, ce que nous ne savons pas, c'est comment la cellule détermine qu'elle peut l'obtenir de l'extérieur ou qu'elle est obligée de le faire elle-même, ni à quelle vitesse elle fait ça, et aussi quand la cellule a trop de cholestérol, comment elle s'en débarrasse. Le comportement moléculaire et les interactions des lipides avec d'autres éléments de l'organisme sont complexes. Donc les lipides qui sont dans une membrane se comportent comme une unité, donc ils vont bouger et agir de façon synchrone. Et puis elles vont influencer le comportement des protéines qui sont dans la membrane et vice-versa, les protéines vont influencer le comportement des lipides. Et en plus de cela, l'extérieur et l'intérieur de la cellule vont influencer le comportement de ces lipides. Pour déterminer quel gène contrôle la variabilité de différents types de lipides et comment change cette variabilité en fonction des besoins de la cellule, les scientifiques bloquent un par un chacun des 25 000 gènes environ afin d'étudier l'effet de chacun des quelques 1000 lipides présents dans nos cellules. Cela implique la réalisation de 25 millions de mesures. Pour analyser tous ces résultats, nous avons besoin d'approches mathématiques et de puissance computationnelle. Et c'est vraiment cette approche de biologie quantitative qui a été promue par Systems X. Ce genre d'études, telles qu'elles sont effectuées par Gizou van der Gout et ses collaborateurs, sont essentielles à la compréhension non seulement du fonctionnement de notre corps et de ce qui contribue à notre bonne santé, mais aussi à la compréhension de ce qui arrive lorsque les choses tournent mal. Une telle situation peut conduire à des affections métaboliques, notamment le diabète ou l'obésité, qui, à l'heure actuelle, sont parmi les maladies les plus courantes dans le monde. Vous seriez-vous douté de l'importance des lipides dans notre existence ? Les scientifiques élargissent constamment notre sensibilité à la valeur des constituants de notre corps. Et il peut s'avérer qu'en tant que composant d'un système complexe, même les plus négligés jouent un rôle essentiel au sein d'un organisme. Mais il se peut que nul ne soit aussi inattendu que celui que nous sommes sur le point de rencontrer dans l'intestin. Ce que nous sommes sur le point d'apprendre pourrait nous offrir une nouvelle perspective sur des questions existentielles telles que « Qui sommes-nous » Chose assez surprenante, nous devrions en fait nous considérer comme des colonies composées de milliards d'êtres vivants différents. En effet, nous portons en nous autant de bactéries que de cellules humaines. Et le nombre de gènes bactériens contenus dans notre corps est environ 100 fois plus élevé que le nombre de gènes humains. La prochaine fois que vous vous pesez, pensez au fait qu'au moins 1 kg de votre poids est attribuable aux microbes vivant dans votre intestin. On parle du microbiote intestinal. Ces locataires minuscules jouent un rôle essentiel
en nous aidant notamment à digérer la nourriture et obtenir de l'énergie, à produire des vitamines, à dégrader des toxines. À Berne, Andrew McPherson a consacré sa vie à l'étude de cet aspect négligé de notre corps et dirige actuellement un projet financé par Systemx.ch. Our bodies are populated by enormous numbers of bacteria. These live in the intestine and on many body surfaces, and often do us absolutely no harm. Depending on which sort of bacteria are present in our bodies, we can be healthy or they can cause disease. So examples of these diseases are diabetes or depression, but many other conditions are also influenced. If we are healthy, then part of our health is due to the exchange of molecules between these different bacteria and the rest of our bodies. Il n'existe pas deux personnes dans le monde dont les microbiotes intestinaux soient identiques. Ils se développent pendant l'enfance en fonction de notre environnement, et bien qu'ils ressemblent à celui de nos parents ou d'autres personnes vivant avec nous pendant notre jeunesse, ils présentent un caractère unique et personnel. Not all the bacteria that are present in nature can actually colonize the intestine, although the number present in the intestine is rather large, about potentially 1,000 different species. Of these, each of us has about 100 different species present in our insides. Si le corps humain était la planète Terre, l'intestin en serait la forêt tropicale. Ici, des milliers d'organismes différents vivent en harmonie. Vu de l'extérieur, le système peut sembler chaotique, mais il ne l'est pas. Un examen plus approfondi révèle que chaque espèce joue un rôle bien défini et il n'existe pratiquement pas de ressources inexploitées. Raison pour laquelle il n'est pas facile pour les espèces immigrantes de s'intégrer. Mais comment fonctionne notre forêt tropicale intérieure ? Effectively, we've only just started the exploration of the gut microbiota. As part of the Systems X project, we are trying to understand how the exchange of molecules between the different sorts, the different species that exist in the gut microbiota works, and how the exchange of molecules between the different species of gut microbiota and the rest of the body influences our disease or health status. Le microbiote intestinal se trouve sur les muqueuses tapissant les parois internes de l'intestin. Pour l'étudier, les chercheurs prélèvent des échantillons par endoscopie. Une équipe de biologistes et de mathématiciens développe ensuite des modèles qui prédisent les interactions entre les bactéries des différents échantillons et leurs résultats sont comparés avec ce qui est observé dans la réalité. Un objectif important de ces études est d'aider les patients souffrant de maladies intestinales inflammatoires. Le nombre d'espèces bactériennes dans l'intestin de ces personnes est trop faible. La forêt tropicale se transforme en désert et tout comme dans les environnements naturels, ce changement radical est difficile à renverser. Unfortunately, in many clinical situations, it's rather difficult to be able to introduce good bacteria to restore health in a therapy context. The reason for this is probably that it is such a complex situation in the intestine that it's difficult for us to decide exactly which bacteria we should use as therapy for patients. Once we know exactly who our gut inhabitants are and how they relate to each other and to our bodies, we will be able to start to design therapies and to use the clinical situation in order to improve patients' health. Les microbes colonisent activement non seulement l'intestin, mais aussi les poumons et la gorge, et ils prolifèrent sur 2 mètres carrés de peau recouvrant notre corps. Entre 1 et 10 millions de ces créatures vivent sur chaque centimètre carré de notre peau,
Et plus nous en savons sur elles, plus nous pourrons en apprendre sur leur rôle spécifique dans notre santé. Une peau saine n'est pas uniquement une question d'apparence. Elle représente aussi un élément d'importance capitale à la santé humaine. Elle est notre première ligne de défense contre le monde extérieur. Ce que nous voyons lorsque nous contemplons d'autres personnes et ce que nous sentons lorsque nous les touchons. Mais la peau peut parfois receler une maladie grave. Un mélanome. Les mélanomes sont des tumeurs malignes provoquées par la dégénération de mélanocytes, cellules productrices du pigment à l'origine de la couleur de notre peau. En Suisse, plus de 12 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Le risque de développer cette maladie est élevé chez les personnes à la peau claire, à savoir la majorité de la population suisse, puisqu'elle n'offre qu'une faible protection contre le rayonnement UV solaire. La Passion nationale des activités au grand air n'améliore pas cette situation. À Lausanne, Olivier Michelin dirige un projet de recherche de systemx.ch visant à révéler les moyens auxquels on recourt les mélanomes métastatiques pour s'adapter aux thérapies et pour en limiter l'efficacité à long terme. Le mélanome métastatique est une maladie très agressive. Avec les traitements actuels, 20% des patients se sentent bien, sans symptômes, pour au moins une dizaine d'années. Nous sommes en train de monter ce chiffre à 40% et avec les projets de recherche actuels, nous espérons atteindre 80 voire 100% dans les années à venir. Jusqu'à la fin du siècle passé, les tumeurs étaient essentiellement classées et traitées en fonction de l'organe principal touché par la maladie. Le sein, la prostate, les poumons ou autres. Mais au cours des 15 dernières années, il est apparu de plus en plus clairement que chaque tumeur est une agglomération très complexe de cellules différentes, dont toutes ne sont pas tumorales. Dans une certaine mesure, chaque tumeur est unique. Cette complexité explique pourquoi une même thérapie ne produit pas forcément le même résultat dans deux patients différents. Pour augmenter le bénéfice clinique pour nos patients, nous avons besoin de comprendre dans des détails moléculaires comment la maladie réagit au traitement. Cela veut dire, pour un patient donné, comprendre pourquoi la tumeur répond, alors que pour un autre patient, elle ne répond pas. Pour un même patient, cela signifie aussi pouvoir comprendre pourquoi la maladie répond initialement et progresse malheureusement après. Il faut être capable de comparer l'état précis moléculaire de la maladie avant et après traitement pour pouvoir suggérer de nouvelles approches thérapeutiques chez nos patients. Olivier Michelin et ses collaborateurs étudient des échantillons contenant chacun environ 1000 cellules. Nous analysons les gènes utilisés par chaque cellule prélevée dans la tumeur. Nous comparons les gènes exprimés avant le début de la thérapie et les gènes utilisés par la tumeur au moment de la progression. Dans la plupart des cas, nous voyons une grande différence dans l'expression des gènes qui nous permet de guider des thérapies successives. En d'autres mots, la composition cellulaire d'une tumeur change au cours de la thérapie. Certaines cellules dangereuses sont tuées, mais chez de nombreux patients, d'autres survivent ou développent même une résistance. Grâce à ce projet, nous apprenons énormément du mélanome. Il s'agit de recherche actuellement, mais chaque gène que nous identifions nous permet d'envisager un traitement adapté. Chaque étape de ce projet nous permet de nous rapprocher d'une oncologie personnalisée. Dans la lutte contre le cancer, les scientifiques savent de mieux en mieux soumettre chaque tumeur individuelle à une combinaison de stratégies différentes. Aux traitements courants tels que la chimiothérapie, mais aussi aux thérapies plus avancées, dont l'immunothérapie, qui cible le talon d'Achille de chaque cellule. Sans l'application d'une approche systémique à la biologie, cet objectif serait hors d'atteinte.
Pour comprendre comment fonctionne une tumeur, les chercheurs doivent en effet l'étudier tout entière en se concentrant sur les interactions entre ses composantes. Et dans le fond, cette approche est valable non seulement pour les tumeurs, mais pour chaque partie du corps. Rudolf Heibersold est un biologiste suisse de renom et un des principaux défenseurs de la nécessité d'une transition vers une recherche biologique axée sur les systèmes. Die Erkenntnisse, die über die letzten 20 bis 30 Jahre erarbeitet wurden, speziell auf dem Gebiet der DNA-Analyse von gesamten Genomen, sind von großer Bedeutung für die Biologie und können nicht überbewertet werden. Wir haben aber auch gelernt, dass das Kenntnis der gesamten Genomsequenz nicht ausreicht, um die biologischen Prozesse zu erklären. Zum Beispiel haben wir erkannt, dass eine Veränderung in einem bestimmten Gen in verschiedenen Individuen sich verschieden ausprägt. Das hat dazu geführt, dass die alte Idee, dass die Kenntnisse der gesamten Genome und aller Gene und der Produkte, die sie generieren, ausreichend ist, um biologische Prozesse zu erklären und schlussendlich auch die Funktionsweise des menschlichen Körpers. Dans les années 80 et 90, l'étude et le séquençage du génome humain représentaient une des frontières les plus avancées en biologie. La réalisation de la première ébauche a été annoncée avec enthousiasme, tant par Bill Clinton que par Tony Blair, le 26 juin 2000. C'est à cette époque qu'ont été établies d'importantes collaborations internationales. Certains pays ont choisi de ne pas participer à cette entreprise, misant sur le fait qu'ils pourraient s'engager plus tard et se servir des informations pour leurs recherches. La Suisse est un des pays ayant décidé de ne pas participer au projet Génome humain. Meiner Meinung nach war das ein großer Fehler. Der Grund dafür ist, dass in der biologischen Forschung nicht nur die Resultate wichtig sind, sondern auch die Prozesse und die Art und Weise, wie diese Resultate entwickelt werden. Eine Konsequenz davon ist, dass diejenigen Länder, die sehr früh in der genomischen Forschung aktiv waren, nicht nur die Resultate früh einsehen konnten, sondern auch die Prozesse lernen konnten, wie diese Resultate generiert werden. Eine Konsequenz davon ist, dass in diesen Ländern die akademische Forschung, aber auch die Forschung in der Biotech-Industrie heute auch noch immer von diesem Vorsprung profitiert und dass diese Institutionen weltweit eine führende Position einnehmen. Im Gegensatz dazu ist die Schweiz, obschon sie sehr stark ist in der Forschung generell, in der genomischen Forschung nie in einer Position gewesen, eine weltweit führende Position einzunehmen. Mit dem Aufkommen der systembiologischen Forschung wurde der Entscheid gefällt, dass dieses Mal die Schweiz von zu Beginn an vorne mit dabei sein sollte. Und deshalb wurden Projekte initiiert, um die Forschung in der systembiologischen Gebiet von Anfang an zu fördern. Aus diesem Grund wurde im Jahr 2008 die Systembiologie-Initiative System6 etabliert, mit der Absicht, die Forschung in der Schweiz weltweit in eine führende Position zu bringen, zum Nutzen der Bevölkerung und der ganzen Schweiz. Mais il est maintenant temps de revenir à nos troupeaux, car nous avons laissé échapper un point important. Combien elle est extraordinaire! Non seulement notre peau isole nos organes internes du milieu environnant, mais elle permet également l'échange de chaleur, aidant ainsi notre corps à maintenir sa température idéale.
La peau humaine est beaucoup plus qu'un simple emballage. Il s'agit d'un organe extrêmement complexe, composé d'un grand nombre de cellules différentes. C'est en fait l'organe le plus grand de notre corps. Comment la peau de ce reptile ou de ce mammifère se compare-t-elle à la nôtre? Est-elle très différente de la nôtre? À la surface, oui. Mais étonnamment, nous avons beaucoup de choses en commun. À Genève, Michel Milinkovic dirige un projet financé par Systemx.ch qui vise à comprendre d'où vient l'étonnante diversité des types de peau dans la nature. Il est certain que nous comprendrons le développement et le fonctionnement de la peau, y compris de la peau humaine, que si nous comparons la complexité et la diversité de formes de la peau chez différentes espèces. Par exemple, nous avons démontré dans mon groupe de recherche que la production de poils chez les mammifères, et donc bien entendu chez l'homme également, mais aussi la formation de plumes chez les oiseaux et d'écailles chez les reptiles, nécessite la formation d'épaississements locaux de la peau embryonnaire, formés de cellules qui expriment le même jeu de gènes chez toutes les espèces. Et si l'un de ces gènes ne fonctionne pas, l'embryon va se développer sans poils, on aura un mammifère sans poils, ou bien on aura un reptile sans écailles, comme c'est le cas pour ce lézard sans écailles. Si un seul des gènes humains étudiés par Michel Milinkovic ne fonctionne pas correctement, les résultats sont parfois surprenants. Tel est par exemple le cas chez l'acteur Michael Berryman, dont la chevelure, les ongles, les dents et les glandes sudoripares sont très réduits. Il en va plus ou moins de même pour les pauganas, une espèce de lézard australien. Ils présentent normalement des écailles sur tout le corps, y compris des épines sur la tête et sur les flancs. Mais lorsqu'un des gènes subit une mutation, les écailles et épines sont beaucoup plus petites. Et toutes les écailles et épines disparaissent chez les descendants de 2 parents portant la mutation. C'est ce qui est arrivé à cet individu, dont la peau est extrêmement lisse. Bien que les gènes jouent un rôle fondamental, l'aspect de la peau est également influencé par un certain nombre d'autres facteurs, notamment la forme des cellules et la compression ou la tension à laquelle elles sont soumises. Nous modélisons les processus biologiques et physiques qui génèrent la diversité de formes et de couleurs de la peau. Et c'est pourquoi nous utilisons des approches de la biologie des systèmes. Nous utilisons des outils et compétences propres à la biologie, à la génétique, mais également au domaine de la physique, de l'informatique et des mathématiques. Les études effectuées dans ce laboratoire constituent une étape essentielle vers la reproduction de peau pleinement fonctionnelle, dotée de poils et peut-être même d'autres éléments tels que glandes et récepteurs tactiles. Un objectif qui à l'heure actuelle n'est pas encore réalisable, mais qui constituerait un grand pas en avant dans le traitement de grands brûlés. Notre peau possède une autre particularité, parfois peu désirable. Elle révèle facilement notre âge. Notre corps vieillit inévitablement. Pourtant, certains d'entre nous semblent vieillir plus lentement et rester sains plus longtemps. Par exemple, Jeanne-Louise Calment, qui jusqu'à présent est l'être humain ayant vécu le plus longtemps. À l'âge de 85 ans, elle a commencé l'escrime. Et elle a fait de la bicyclette jusqu'à 100 ans. Elle est décédée à l'âge de 122 ans et 164 jours.
Bart de Planck travaille à Lausanne et dirige un projet de Systemx.ch axé sur le vieillissement. Il tente de percer les secrets liés à la longue et saine vie de cette doyenne de l'humanité. Profiter d'une vie longue et saine dépend de chance, manière de vivre et de gènes. Donc, on sait qu'on ne peut pas vraiment contrôler notre destin, mais savoir la fonction de gènes qui sont liés au vieillissement et savoir quelle version de gènes qu'on a dans notre génome peut vraiment faire un grand impact, de telle manière que ça peut nous offrir une perspective d'éventuellement devenir des centenaires sains. L'objectif de la recherche de Bart de Planck est d'identifier, dans l'environnement complexe de cellules, d'organes et d'organismes, les effets de gènes liés au vieillissement. On peut tous apprécier que changer quelques habitudes de vie peut être bénéficiel. Par exemple, si on sait qu'on a un taux de cholestérol élevé, c'est probablement bien de réduire la consommation de matières grasses. Mais cela dit, il semble d'être des personnes qui bénéficient d'une gamme de gènes qui leur protègent en fait des habitudes très nocives. Par exemple, il y a ces gens qui fument toute leur vie et malgré ça, ils ne développent jamais le cancer du poumon. Et c'était d'ailleurs vrai en fait pour Madame Louise Calment aussi. Et ça, c'est vraiment un mystère. On veut comprendre en fait la fonction de ce gène, en fait, pourquoi il protège. Et on veut savoir en fait quelle copie de ce gène, bonne ou mauvaise, on possède. Et comme ça, on peut changer notre manière de vivre ou même en fait utiliser quelques traitements pour que ça peut être un effet bénéficiel sur notre santé. Jusqu'à présent, les scientifiques ont identifié 30 gènes qui pourraient jouer un rôle clé dans la longévité humaine. L'étape suivante est de comprendre leur comportement et leurs effets dans les cellules. Chez l'homme, il s'agit là d'une tâche presque impossible, puisque notre durée de vie est longue et que pendant des décennies, notre environnement exerce sur nous son influence très variée en fonction de ce que nous mangeons, de ce que nous respirons et de nos activités. Heureusement, on a l'opportunité et la chance de pouvoir travailler avec des modèles animaux parce que ça peut être surprenant, mais les souris, mais aussi même les vers et les mouches possèdent des gènes similaires aux nôtres, les humains, qui ont aussi en fait un effet sur le processus de vieillissement. Et ces animaux-là, on peut les élever dans des environnements très standards et ça nous permet de vraiment étudier d'une manière beaucoup plus simple le rôle de ces gènes dans le vieillissement. Ces deux vers ont par exemple le même âge, mais celui de gauche a l'air beaucoup plus actif. Cela est dû au fait qu'il porte la version favorable d'un gène influençant sa condition physique générale. Dans le cadre de notre projet, nos collaborateurs développent des modèles mathématiques très complexes. Cela avec le but d'étudier comment un gène donné, lié au vieillissement par exemple, interagit avec des autres gènes, mais aussi avec des facteurs environnementaux très spécifiques. Et cela avec le but pour vraiment comprendre comment ce gène impacte le vieillissement, la durée de vie. Et après, on doit étudier des données récoltées sur des personnes vraies, dans le vrai monde, pour pouvoir déterminer si on peut confirmer les hypothèses ou les prédictions de ces modèles dans le monde réel. Les chercheurs estiment que d'ici quelques années, chacun d'entre nous aura accès à une empreinte détaillée nous révélant la forme de nos propres gènes liés au vieillissement. Cet état des choses pourrait bouleverser complètement notre perception du vieillissement en le transformant en quelque chose dont nous avons un bien meilleur contrôle. Des millénaires durant, le corps humain a été une boîte noire. Pendant tout ce temps, nous n'avons été témoins que de ces manifestations extérieures, de la maladie ou de la santé, de la vie ou de la mort. Puis, très lentement, nous avons commencé à en apprendre plus et nous avons acquis une compréhension remarquable de nous-mêmes.
Mais nous savons que nous devons aller plus loin. Nous devons comprendre ce qui se passe à l'intérieur de chaque être humain individuel, parce que nous sommes tous uniques. Ralph Eichler est physicien et a été un des avocats principaux de l'initiative Systemx.ch depuis 2007. Lorsqu'il était président de l'ETH et le premier président du conseil de surveillance de Systemx.ch. Biologie braucht einen Durchbruch, um diese neuen und ehrgeizigen Ziele zu erreichen. Deswegen bewegt sich die Forschung weg von qualitativen Beobachtungen zu quantitativen Messungen, präzisen Modellen, Computersimulationen, die es ermöglichen, biologische Systeme als Ganzes zu beschreiben und zu verstehen. Aus diesem Grunde ist es von Vorteil, wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus verschiedenen Disziplinen zusammenarbeiten. Wenn die Systembiologie lebende Organismen beschreiben möchte, ist es für immer mehr von Vorteil, wenn das Wissen von Physikern, Chemikern, Ingenieuren, Informatikern und Mathematikern einfließen in dieses Verständnis. Auf der anderen Seite, durch das Studium von biologischen Funktionen werden wir sicher auch neue Ingenieurlösungen finden, die in unserem Alltag Eingang finden werden. Als Beispiel, wenn wir besser verstehen, wie unser Gehirn Bilder erkennt, wird es eventuell neue elektronische Schaltkreise geben, die in der nächsten Generation von Mobiltelefonen eingebaut werden. Das Projekt Systemx.ch ist somit ein sehr gewinnbringendes Projekt. Au total, l'initiative Systemx.ch a financé plus de 250 projets impliquant plus de 2100 scientifiques. Bien que ce documentaire se concentre sur les études portant sur le corps humain, la majorité des projets soutenus par Systemx.ch sont des projets de recherche fondamentale et n'ont qu'un rapport lointain avec notre espèce. Systemx.ch a également contribué au changement de la vision d'une nouvelle génération de chercheurs grâce à un soutien financier spécifiquement destiné aux jeunes scientifiques. Il s'agit là de l'avenir des sciences de la vie et grâce à l'initiative Systemx.ch, la Suisse ouvre la voie dans la bonne direction, au profit de ses citoyens et de l'humanité. Ich denke, dass dieses Projekt große und nachhaltige Auswirkungen auf die schweizerische Forschungslandschaft haben wird und zum Benefit von der akademischen, aber auch vom Privatsektor Forschung. Il mio progetto interdisciplinare di dottorato mi ha consentito di affrontare la ricerca scientifica da un angolo diverso e di guardare in modo nuovo alla mia carriera e al mio futuro. Mit unserem Systemx.ch-Projekt konnten wir nützliche Informationen aus einer riesigen Menge von Daten herausholen, dank der Kombination von experimenteller Biologie mit Modellierung und Mathematik. Il modo con cui conduciamo la ricerca è cambiato profondamente negli ultimi anni. Abbiamo bisogno di nuovi strumenti, nuovi metodi e nuove strategie. E in questo contesto Systemx.ch ci ha dato la spinta giusta al momento giusto. Through Systemx, I got a unique learning opportunity in a multidisciplinary research environment. This will help me a lot in achieving my career goal, which is to establish my own research group using the tools and approaches that I've learned here. Notre projet Systemx contribue à répondre à des questions fondamentales sur la tuberculose, éventuellement menant à une meilleure prévention des épidémies dans le monde et en Suisse. Donc Systemx nous a vraiment permis de changer la façon dont on approche ces questions scientifiques et je ne vois pas comment on pourrait retourner à la façon dont nous le faisions avant. The collaboration in our Systemx project has been absolutely transformative. It's given us the opportunity to understand our inner world of intestinal bacteria, how these influence our bodies, and how we can change these interactions in order to improve our health.
Systems X a été une initiative ambitieuse et courageuse. Au début, certains pensaient que cela ne fonctionnerait pas et il nous a fallu en effet du temps pour y arriver. Lorsque nous regardons maintenant les résultats, nous nous rendons compte que nous étions sur la bonne route. En regroupant dans le même laboratoire des biologistes cellulaires, des généticiens, des physiciens, des informaticiens et des mathématiciens, nous pouvons répondre aujourd'hui à des questions qu'il était impossible d'étudier dans le passé, ouvrant dès lors des nouveaux horizons de recherche. Le grand réseau de chercheurs travaillant dans les différents domaines, qui s'est établi grâce à systemsx.ch, continuera sûrement sa collaboration, même après la fin de l'initiative. Dank systemsx.ch gehört die Schweiz heute zu den führenden Ländern im Bereich der Systembiologie.